Recording in progress. Clause de non-responsabilité. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité, directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication.
mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà, donc bonsoir à tous et bienvenue sur les enseignements du mercredi. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 juin et exceptionnellement aujourd'hui, Joël n'est pas présent. Joël qui a dû s'absenter aujourd'hui et qui arrivera peut-être un petit peu plus tard dans le courant de la soirée. Donc il m'a demandé de le remplacer pour animer cette réunion. Et aussi, c'est une réunion sans Aviram, puisque Aviram est en route vers le Guatemala. Donc là, je ne sais pas s'il est dans l'avion ou tout au moins, voilà. De toute façon, la semaine prochaine, Joël et Aviram seront à nouveau présents pour votre plaisir à tous. Voilà, donc Aviram a transmis sa vidéo. Alors, cette vidéo reprend l'enseignement de M. Cage de la semaine dernière. Donc, par contre, il y a juste un petit souci. Je viens de m'apercevoir que Aviram a fait une petite erreur. C'est le KSW 385 et non pas le 384. Enfin bon, là, ça a peu d'importance puisque l'essentiel est dans le fond de ce qui va être amené. Voilà, donc je vais lancer la vidéo et puis ensuite, à la fin de la vidéo, chacun d'entre vous pourra s'exprimer et poser des questions si tel est son souhait. Voilà, je vous laisse écouter la vidéo du Aviram. À tout à l'heure. Bonsoir, mes amis. Merci, Sylviane, pour être ma hôtesse. Bonjour à tout le monde ou bonsoir à tout le monde. C'est la dernière édition envoyée ou diffusée, multipliée de l'Europe. Demain, je passerai une bonne partie de la journée dans le bus, Flixbus, de Saarbrücken sur Paris pour rejoindre ma bien-aimée et sa fille. Et 2 jours après, vendredi, on reprend l'avion par les États-Unis jusqu'à Guatemala. Donc, aujourd'hui, on va s'en occuper de multiplier les connaissances du Knowledge Seeker Workshop numéro 384 du jeudi passé. Le titre de multiplication aujourd'hui, c'est la question de 1 million d'euros ou 1 million de dollars ou 1 million de livres, tout dépendant où vous êtes. Donc, on va parler des bonnes nouvelles d'abord. On va divulguer la question de 1 million d'euros. Et après, on va s'occuper. J'ai trouvé ça une bonne idée. C'était incité par Céline Wang sur le groupe Facebook de Taïwan qui a publié une traduction, non pas une traduction, un excerpt du Knowledge Seeker Workshop pour la médecine numéro 15, je crois, ou 19. Et je suis allé chercher
sur les articles que j'ai déjà écrits, surtout une entrevue de M. Kesh qui malheureusement n'était pas très bien diffusée. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent, mais c'est très, en tout cas, ce qui me concerne, l'émission où il a le plus profondément et le plus clairement expliqué la respiration, comment elle fonctionne exactement et la digestion également. Donc, on va parler de ça. Et on va finir aujourd'hui notre exploration du plan affectif, la partie numéro 3. So, let's go, on y va. Donc, première chose que M. Kesh a parlé, comme vous vous rappelez, la dernière fois, la semaine passée, on a beaucoup parlé d'élargir notre vision dans ce pas évolutionnaire qui nous amène, qui veut nous amener au sein de la communauté universelle, avec tous les frères et sœurs qu'on ne connaît pas encore. Et cette fois-ci, il a mis de la lumière d'un un autre aspect de la même chose, on pourrait dire, nos réactions émotionnelles, surtout lorsque nous nous rendons compte ou qu'on apprend par quelqu'un d'autre, Monsieur Kesh par exemple, ou par ces personnes mêmes, euh, qu'il y a déjà beaucoup selon M. Kesh, beaucoup de représentants de la communauté universelle parmi nous. Alors, il a posé des questions très ciblées et straight, comme la première image, imaginez-vous la personne avec laquelle vous vivez depuis 20 ans et finalement, c'est une âme de l'université, du Conseil universel qui sait tout sur vous, mais qui intervient pas vraiment parce qu'elle respecte votre volonté qui est sacro-sainte. C'est une des lois principales de la communauté universelle. Parce que, pourquoi cette loi? Elle est elle coule de elle-même parce que nous voulons nous-mêmes avoir cette liberté. Et si on veut se réjouir d'une liberté, c'est une très bonne idée d'accorder la même liberté à tout le monde. Autrement, on devient comme les dirigeants d'aujourd'hui. Vous savez ce que je veux dire. Deuxième, un président comme le monsieur Biden que vous voyez sur la photo peut avoir comme un ministre ou un général de l'armée ou quelqu'un de haut placé qui lui aussi peut être de la communauté universelle, qui sait tout ce que Biden ou Trump avant ou Macron ou whoever, Merkel pense, ressent, mais il n'intervient pas parce qu'il est juste là. Ces membres de la communauté universelle nous aiment. Donc, ils ont leur seule motivation d'être là et de vivre avec nous, ce serait pour nous aider dans ce pas évolutionnaire pour devenir vraiment un vrai membre de la communauté. Et la troisième image, ça peut aussi être des célébrités qui met, admettons, dans leur film beaucoup de messages subliminaux. Vous vous rappelez de ce mot-là? Subliminal, ça veut dire à l'époque, les grandes compagnies comme Coca-Cola ont fait ça. Ils montrent une image dans une séquence de publicité. Ils font juste une image par minute. C'est comme c'est peut-être même pas une seconde, une image qui nous attire beaucoup. Quelqu'un qui satisfait son soif en buvant quelque chose de magnifiquement frais. Et après les séquences de Coca-Cola normales, ça va faire que à l'époque, on appelait ça subconscient, catch cette une seule image.
Mais quand c'est-à-dire notre conscience n'est pas assez rapide, c'est-à-dire structurée pour voir consciemment cette image. Donc, elle rentre, elle parle à notre inconscient et nous sommes après très portés d'acheter du Coca-Cola ou manger des chips ou des pop-corn et des choses comme ça. Et on peut, mais en fait, si je vois que ça, c'est vraiment plus rapide que notre conscience, ça serait plutôt notre surconscience et pas subconscience. Et donc, les célébrités dans les films, dans les chansons, ils peuvent mettre aussi des messages de âme à âme qui nous aident à travers cette musique qui est déjà proche à l'âme, si elle nous plaît, de transmettre des informations qui sont pertinentes et importantes pour nous. Monsieur Kesh dit par rapport à cela, l'enseignement d'aujourd'hui porte sur vous, ça veut dire nous. L'enseignement d'aujourd'hui porte sur la compréhension de notre soi. Qui suis-je? Nous devons regarder à l'intérieur pour comprendre ce que nous avons manqué à l'extérieur. Donc, nous avons, selon M. Kesh, une double vie. On vit une vie à l'extérieur, on fait sa job, on travaille dans une profession, on a le rôle de père ou mère de famille ou enfant, et on fait tous ces rôles-là, on jongle tous ces rôles-là, mais au même temps, on a une vie intérieure qui peut être des fois déphasée dans ça, parce qu'elle est plus proche à l'âme, admettons, et toutes les décisions que nous prenons dans notre vie extérieure peuvent finalement nous éloigner de notre âme et les conséquences, vous les connaissez. Ensuite, il n'y a pas de langage de signes pour transmettre cela. Donc, tous les enseignements sur qui suis-je, vous ne pouvez le comprendre qu'en connaissant votre âme. Ça, c'est très clair. Ça veut dire, si on n'a pas envie de suivre ces enseignements, par exemple, ou les enseignements de Grégory, on a, ou autres que je peut-être connais pas, qui sont dans la même direction pour nous aider à euh, faire notre pas évolutionnaire nécessaire. Vous vous rappelez aussi dans le contexte du corona, cette question de faire ou ne pas faire ce pas est finalement une question de vie ou mort. Et c'est très génial comme ça. J'ai parlé avec Moti, ma mère, hier de ça. Et l'idée est venue, admettons que quelqu'un, il ne veut pas évoluer. Donc, il se fait vacciner, il fait toutes les choses que le gouvernement lui demande et il n'a aucun intérêt. Il croit aussi le gouvernement dans toutes les autres choses que la propriété privée est très, très bon et la seule solution, base économique d'un monde de prospérité et d'égalité finalement et toutes ces choses-là, ce que les églises disent et les gouvernements finalement. Donc, ils ne veulent pas évoluer dans le sens que ils disent aussi, ah, l'âme, c'est peut-être un truc quand le prêtre parle dimanche dans l'église, mais c'est une métaphore, c'est quelque chose d'intangible, ça n'existe pas vraiment. Hmm? Et ces gens-là, ils vont mourir tôt ou tard. Et ils vont mourir en résistance, c'est-à-dire ils vont mourir et de l'autre côté, une fois rendus à l'autre côté, ils vont, je vous ai mis à la fin de cette multiplication une vidéo d'une femme allemande ou autrichienne ou suisse qui s'appelle Andreas Pfeiffer. Elle est musicienne et elle chante et elle joue des instruments et elle a vécu une expérience de moi imminente. Et qu'est-ce qu'elle raconte de l'autre côté? C'est hyper intéressant pour notre sujet
parce qu'elle dit, le plus j'étais très heureux d'une façon d'être dans de baigner dans la lumière de l'amour de l'autre côté, mais au même temps, il y avait comme un sentiment d'un regret qui faisait vraiment très mal. C'était le regret que j'ai rien donné au monde. Je ne me suis pas donné. Et ce regret était tellement grand qu'elle est revenue pour le faire. Donc maintenant, elle chante de toute évidence complètement différente et elle se donne sans réfléchir, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va être un succès ou des choses comme ça. Elle se donne. Donc, si, admettons, quelqu'un comme ça meurt et ne revient pas, il ne revient pas dans le même corps comme elle, mais il revient par la voie commune qui est renaître comme bébé. Mais après, il va passer un temps dans le bardo qui est peut-être dans notre temps terrestre quelques années et admettons un peu plus que quelques années. Et là, admettons toutes les gens qui ne voulaient pas faire le pas évolutionnaire eux-mêmes consciemment, ils ont quitté. Ça veut dire restent les gens qui en sont en train de faire ce pas évolutionnaire. Donc, si un bébé après se fait naître, il est de toute évidence et inévitablement va avoir deux parents qui ont fait le pas évolutionnaire. Donc, ce bébé va être avec quelques bagages il peut avoir, se faire accueillir et aimer par des parents qui comprennent tout à fait les enseignements de la science du plasma et de la science de Eden. Donc, cet enfant-là va faire un chemin à partir de sa nouvelle vie qui l'amène tout naturellement à faire aussi le pas évolutionnaire. Donc ça, c'est les deux voies, monsieur, que je parlais à l'époque. On peut faire le pas très consciemment, volontairement, par nous-mêmes maintenant. C'est tout un travail de lâcher des vieilles croyances, ou on ne le fait pas tout de suite et on va le faire sur une échelle plus grande de toute façon. Donc, ça veut dire il n'y aura après, admettons, 10 ans ou 20 ans, on a de temps terrestre, je parle, il n'y aura aucune personne humaine qui n'a pas fait le, le pas évolutionnaire. Bonne nouvelle. Deuxième partie, alors là, dans la première partie, peut-être j'ai pas dit ça clairement, il nous amène à penser que, admettons, la femme avec laquelle je vis depuis 25 ans ou 27 ans, cette femme fait partie de de la communauté universelle. Elle est là pour m'aider à évoluer. Là, j'ai deux possibilités. Ou soit j'ai plein de croyances de Facebook, New Age, whatever, et je vais penser, waouh, ma femme est extraterrestre. Et je vais avoir peur, je vais sentir une distance euh, entre elle et moi émotionnelle parce que je ne peux pas la, avoir un sentiment d'amour envers quelqu'un qui n'est pas de la même race, racisme. Ou est-ce que je serais capable de l'accepter et de dire, waouh, que chanceux je suis que la personne qui a qui est la plus influente sur ma vie à part de moi-même, et avec elle, j'ai une relation la plus intime qu'il est, et elle est juste là. Sa motivation d'être avec moi, c'est de me aider à évoluer. Wow! Même
Aviram pense, même si c'est pas vrai matériellement. C'est une superbe idée de le penser et de vivre comme si ça serait vrai, surtout dans des situations où nous avons des conflits avec des personnes. Si on a un conflit avec une personne qui émotivement est très loin de nous, ça nous déclenche, mais pas du tout. Mais aussitôt qu'il y a comme on est déclenché, ça veut dire la personne influe beaucoup sur nous. Et dans cette situation, on peut profiter le plus si on pense, cette personne, elle nous déclenche pour une seule raison qui est de nous, que nous puissions regarder notre propre déclencheur à l'intérieur de nous, le travailler, de le comprendre afin qu'après, on n'est plus déclenchable parce qu'on a compris et on a normalisé des expériences liées à ça dans notre enfance, peut-être. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, il parlait pourquoi il s'adresse, ou peut-être c'est Aviram qui avait cette idée-là, cette question, pourquoi Monsieur Kirsch, avant il a comme partagé toutes les technologies, le GANs, il a même montré la One Cup, One Life, comment la faire, et tout ça, et tout à coup, depuis un bout, il divulgue rien, il dit, oh, la technologie, elle est nouvelle, comme les butterflies, les papillons, les double 8, ils sont nanoplaqués d'une façon que personne entre vous connaît. Merci. Et tout à coup, il dit, ça va être divulgué par des scientifiques, juste à des scientifiques et des diplomates et des dirigeants. Là, on se pose, là, vous voyez comme une rangée de dirigeants typiques. C'est pas drôle, hein? Si on voit ces visages-là, c'est pas très drôle. Ça, c'est des gens qui nous dirigent. Bon, alors, pourquoi il s'adresse à eux comme si la collaboration avec eux, c'est le seul moyen de nous libérer. C'est ça ce que je me posais comme question. La réponse, avant ceci, il y avait des rois, des reines, et, choses, et c'était des rois et des reines qui étaient toujours rois ou reines par la grâce de Dieu. Donc, nous imposer avec un argument, on ne peut pas discuter. Parce que si tu discutes ça, tu dis que tu soit connais Dieu mieux et tu sais c'est pas vrai, ou tu connais rien et tu t'opposes à la volonté de Dieu. Tous les deux sont blasphémiques et tous les deux euh, vaut le bûcher. Voilà. Aujourd'hui, on est beaucoup plus paisible et intelligent peut-être. C'est-à-dire, il n'y a plus de président qui dit je suis président par la grâce de Dieu. Il dit, tous les présidents disent je suis votre dirigeant parce que vous m'avez élu. Et ça, mes amis, est vrai. On connaît tout le monde le système de la démocratie représentative et on va voter. Donc, c'est finalement la balle est dans notre cours. Si nous votons pour nos dirigeants et au même, c'est-à-dire les dirigeants, selon les règles qu'ils ont établies, sont nos dirigeants en vérité ou pas. C'est juste que ça soit comme ça parce que nous les avons élus. Autre partie, les gouvernements, au même temps, ils n'ont pas une connaissance très légère parce qu'ils mettent beaucoup d'efforts à consolider et protéger le château fort démocratique représentatif.
on peut dire. Et si tu fais un château fort, tu fais ça contre un ennemi. C'est qui l'ennemi? Avant, pour les Américains et tout le monde occidental, c'était les communistes. Mais depuis la chute de l'Empire russe et la transformation du communisme chinois à la Mao Tse-tung dans un genre de communisme capitaliste, selon le modèle vietnamien finalement, en Chine. Euh, c'est ça. Ils ont, ils font un château. Il n'y a plus de ennemis d'un autre modèle économique ou social. C'est-à-dire, il faudrait probablement les gouvernements se protègent contre les citoyens. Parce qu'une fois que ça peut quand même arriver que les citoyens pensent pour eux-mêmes et trouvent toutes les magouilles qui sont là, et même s'ils seulement se rendent compte, j'ai voté pour lui. Le fait que je vote fait ça. Et de toute façon, vous avez peut-être remarqué, ou probablement vous-même, si vous avez des élections, toutes les gens qui ne votent pas ne sont pas comptés. C'est grave. Parce que tu votes pas. Pourquoi? Parce que tu es paresseux. Parce qu'il n'y a aucun représentant qui vaut pour toi la peine de voter. Il n'y a aucun que tu veux voter. Pour ça, tu ne votes pas. Pour eux, ils tournent ça un peu upside down pour dire non, 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 ils ne voulaient pas voter pour X raisons, ça ne nous intéresse pas, on ne peut pas les compter. Alors, on va juste compter, admettons, les 30% qui votent vraiment. Et dans les 30%, ils gagnent une majorité de 30%. Ça veut dire, en réalité, ils ont juste 10%. Avec la majorité, ça va être entre guillemets, il n'y a pas. Donc, vous voyez, il met des systèmes, des règlements en place qui fait que peu importe la structure gouvernementale reste telle qu'elle, peu importe quel parti gagne. Et le seul changement pourrait venir dans cette gang-là si un président se fait élire avec un programme qui dit, moi, je vais prendre les 4 ans de votre confiance pour mettre fin à la, comment on appelle, fin à la position d'être dirigeant d'un peuple ou d'une nation. Je veux transformer le poste de premier ministre dans un poste d'administrateur, point. Pas premier, pas troisième ou whatever, juste administrateur. Et là, je vais juste faire des choses comme organiser les poubelles, organiser la réparation des routes et faciliter la communication et l'apprentissage de mes citoyens. Et là, je regarde, je ris parce que je regarde la gang des dirigeants et je crois qu'ils m'ont entendu. Et les réactions reflètent absolument toutes les émotions et même entre, comme le tout, je sais même pas c'est qui est tout à droite, il est comme un tout petit sourire derrière son masque. Poutine, il est complètement barré. Macron comprend pas. Madame Merkel, elle a tout compris et elle est pâle comme la mort. Et le Trump, on voit aussi qu'est-ce qu'il ressent. Voilà. Après, Monsieur Kesh, sur ça, il a dit, parce que vous, euh, non, il n'a pas dit ça, c'est Aviram qui pense, parce que nous continuons à voter
et à vouloir des dirigeants, non seulement dans la politique, dans l'économie, dans la religion et dans tous les domaines sociaux. Pour le moment, c'est comme ça. Nous n'avons pas compris qu'il n'y a aucune place entre nous et le Créateur individuellement et comme race humaine. On n'a pas compris parce que c'est pas ça ce qu'on voit dans la réalité manifeste. Donc, parce que la situation est comme ça, le changement le plus efficace et le plus rapide est seulement possible si M. Kesh réussit à tirer quelques dirigeants de son bord et de travailler avec eux pour introduire la véritable paix éternelle sur la terre et de divulguer en contrepartie les technologies des connaissances universelles. Ensuite, il dit les dirigeants mondiaux qui sont prêts et qui signeront le traité de la paix seront acceptés dans la communauté universelle, donc ils vont continuer à nous représenter pour contribuer à l'avènement d'une ère de paix perpétuelle sur cette planète. Mais entre nous, ça peut aussi être dirigé vers les dirigeants, dirigé vers les dirigeants, parce que vu que le Conseil universel, la communauté universelle, tout cet étage d'organisme ou de communication ne se fait pas mentalement, mais par l'âme. Nous sommes toutes connectés directement à des organismes comme ça. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'un représentant que nous, on dit à lui avec nos mots rationnels qu'est-ce qu'on veut, prévu qu'on le sache. Et après, lui, il doit très bien comprendre et amener ça au conseil. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ça fonctionne seulement. Oui, ils peuvent être représentés, mais ça, c'est juste pour un temps de transition. Jusque nous avons tous fait le pas évolutionnaire et à la fin du pas, chacun de nous saura de sa propre expérience, je suis tout à fait connecté à mon âme par ce biais à l'âme du Conseil universel, communauté universelle et le Créateur. Bon, fini. Ensuite, toutes les connaissances universelles du Créateur sont diffusées ouvertement et librement sans aucune restriction. Ça, la Fondation Keshe fait depuis qu'elle existe. Et ça ne veut pas dire qu'elle divulgue tous les détails technologiques parce que M. Keshe, intelligent comme il est, il veut nous empêcher d'être des copycats, de juste copier et faire des choses sans comprendre. Faire des recettes selon le livre et de ne pas apprendre à être chef cuisinier, c'est ça. Vous devez décider quelle partie vous allez prendre, où votre intelligence et votre ouverture vous permettront, elles, de prendre le tout. Il dit toujours, tout le monde prend de tous les enseignements, ils peuvent seulement prendre qu'est-ce que notre intelligence nous permet de prendre. C'est-à-dire, notre tâche pour le moment, c'est vraiment d'ouvrir ou agrandir notre intelligence, dans les mots de Grégory, de structurer notre conscience jusqu'au point où nous prenons tout. Et parce que nous avons la résolution, je suis ici, je veux me rendre à côté du Créateur. C'est le plus magnifique, la plus magnifique tâche ou chose ou projet que je peux avoir dans ma vie depuis toujours et pour toujours. Pourquoi je me contenterais avec moindre?
La question s'adresse à chacun d'entre nous. Savons-nous nous enlever jusqu'au niveau de l'âme où la forme physique ne compte plus, ou continuerons-nous à être piégés dans notre propre corps, c'est-à-dire le monde matériel, et comme M. Kesh parle d'être menotté par le niveau matériel, il dit souvent le corps est un sensu de l'âme. Et nos sociétés, avec toutes les institutions de nos sociétés, c'est tout des systèmes parasitaires. C'est tout du suage de sang. Voilà. Aviram, si vous aimez pas ça, excusez-moi, je suis aujourd'hui un peu Che Guevara. Ça me fait plaisir des fois. Il n'y a pas de machine, ça c'est important, il n'y a pas de machine qui le fera pour nous, même pas les unités universelles, même pas le PAK1U. Tous ces systèmes, les unités, ils ne sont pas là pour faire le pas évolutionnaire à notre place. Ils sont juste là pour nous aider. C'est une différence énorme. Et il n'y a même pas d'enseignement spécial de la Fondation Kesh ou de Grigory Grabovoy qui le fera pour nous. Nous devons aller à l'intérieur de nous-mêmes, par nous-mêmes, et pour découvrir que nous n'avons pas d'âme, mais que nous, avant tout, sommes l'âme. L'âme et le Créateur. C'est magnifique. Ça, c'est une porte. Elle est tellement ouverte dans un monde splendide. On peut presque pas l'imaginer tellement c'est magnifique. Alors maintenant, dans la deuxième partie de jeudi passé, il a posé des questions et il a dit, les questions qu'on va élaborer maintenant sont des questions qui même la communauté universelle n'a pas trouvé la réponse. Et là, je ne suis pas sûr qu'il n'a pas peut-être... est-ce que c'est vraiment vrai? En tout cas, je vais vous présenter et multiplier ce que j'ai compris de M. Kesh et j'aimerais que je ne donne pas les réponses. Il n'a pas donné les réponses non plus. Donc, ça veut dire, ces questions-là, il ne nous donne pas ces questions-là pour être intéressant ou pour faire un discours intéressant jeudi. Il nous donne ces questions-là parce que c'est des questions importantes que chacun de nous peut trouver la réponse à ces questions-là. Parce que ça nous fait juger ou évaluer plutôt sur quel niveau nous sommes individuellement dans la structuration de notre conscience ou à quelle hauteur se trouve notre pied dans ce pas évolutionnaire. Donc, il a commencé à dire le système des plasmas. Vous voyez sur l'image à gauche en haut 5 plasmas différents. Le plasma A, B, C, D, E. Donc, chaque de ces plasmas, comme le plasma numéro C, il est constitué par 2 plasmas différents, le A et le B. Ça peut être dans un exemple pratique, un enfant, c'est le plasma C et les parents, la maman, c'est A
et le papa, c'est B. Après, ce A et B, chacun de eux a d'autres plasmas, d'autres champs magnétiques gravitationnels dont l'interaction les a créés. Dans la A, c'est le E et le C. Le C, c'est l'enfant. Donc, la mère, c'est aussi vrai, ça veut dire que la mère est constituant de l'enfant, que l'enfant est constituant de la mère. Personne peut devenir mère si elle n'a pas d'enfant. De cette façon, on peut dire l'enfant est la cause dans le futur pour que la femme devienne mère. Et toute cette chaîne de cause et effet, on peut la suivre en arrière jusqu'à on se rend au Créateur. Et il a mis l'image d'une spirale, c'est une autre forme pour symboliser le plasma. Et chaque plasma de là est lié à un point spécifique sur cette spirale qui va vers l'intérieur. C'est-à-dire le créateur, c'est le point au centre de la spirale et les parties les plus matérielles à la périphérie extérieure de cette spirale-là et tout le reste des éléments de l'univers entre les deux. Donc, de cette image-là, ça dit tout dans l'univers est créé par l'interaction de au moins deux autres champs magnétiques gravitationnels. Tous les champs magnétiques gravitationnels peuvent être retracés dans leur genèse jusque le Créateur. Et on a déjà appris, le Créateur, dans un élan d'amour, a créé le tout. Si ça c'est vrai, ça nous force la question. Le Créateur aussi devrait être créé par deux champs gravitationnels magnétiques différents. Ils sont où? En autrement, si le Créateur a tout créé, qui a créé le Créateur? Et dans ce contexte, M. Keshdi, à bien des égards, in so many ways, l'humanité a besoin de comprendre la vérité totale sur elle-même. On ne peut pas se contenter avec, parce que ça, c'est pas une question scientifique seulement comme passe-temps dans un feuilleton plus scientifique. C'est essentiel parce que c'est exactement ça que le catholicisme, le hindouisme, même le bouddhisme qui reconnaît des déités disent tout le monde est créé, tout le monde est créé par Dieu. Et c'est la réponse à la question d'où venons-nous? La réponse, nous sommes créés par le Créateur. Ça ne donne pas une réponse. Ça met la réponse sur un autre niveau parce que la prochaine question est qui a créé le Créateur? Il s'est créé tout seul, il était là éternellement. Ah bon? Pourquoi alors, après, ça prend deux champs magnétiques gravitationnels pour former, ou deux âmes pour former une autre âme? Si le début, l'âme est déjà donnée, pourquoi le tout n'est pas donné dès le début? Hein? Alors, si on pense comme ça, il y a d'autres questions qui découlent. Une, si nous pouvons déterminer l'origine de l'univers, c'est-à-dire la création, Dieu, le créateur, s'est splitté en deux champs magnétiques gravitationnels et ça a déclenché
la création de la suite. Alors, cette origine, c'est comme un point. On appelle ça une singularité. Un point. Comment se peut-il que ce point soit en constante expansion? Un point, par définition, n'expanse pas. Parce que c'est juste un point. C'est un symbole d'une unité. Et si une unité se divise, comme M. Kesh dit, cette unité se divise en dualité, deux champs magnétiques gravitationnels qui engendrent chacun d'eux et ainsi de suite. Ça ne fait pas expanser le 1. Et comment le 1, comment et pourquoi c'est possible que quelque chose qui est 1, une unité, peut devenir une dualité? En plus, aujourd'hui, même dans le New Age, on pense qu'une unité est plus qu'une dualité. Alors, ça serait toute la création, c'est une régression. Plate. Ça, c'est une autre. Une autre. Comment est-il possible que les champs magnétiques gravitationnels émanant du Créateur puissent soudainement former une nouvelle vie? Et une nouvelle vie à son image en plus. Si le Créateur émane juste deux champs magnétiques gravitationnels, admettons un hydrogène qui a la lumière informationnelle qui caractérise hydrogène et une autre qui caractérise oxygène. Les deux font interaction comme dans nos poumons, comme on va étudier après. Et l'élément eau est créé. Et tout à coup, alors il crée des éléments comme ça, on comprend un peu, c'est chimique, c'est physique, mais tout à coup, il y a vie, une vie. Une vie, c'est complètement autre chose. Une entité vivante, c'est complètement autre chose qu'une goutte H2O. Troisième question, qui est encore plus flyée. Alors, admettons, même la science aujourd'hui dit que les univers créés, ils ont en expansion éternelle. Quelque chose qui est en expansion, ça présuppose un espace autour de cette entité en expansion dans lequel cette entité peut expanser. Donc, l'espace dans lequel les univers s'étendent existait déjà avant la création des univers. Si ça c'est vrai, on ne parle pas de création. Tout était, les espaces et le temps et tout ça étaient déjà là avant la création. Et là, je n'ai pas écrit, mais je me rappelle tout de suite un autre. Je crois que je vous ai déjà dit, quand on met 6 personnes sur la Terre à des endroits très différents et on les donne les mêmes télescopes très puissants, ils peuvent regarder au-delà du rideau micro-ondes, c'est-à-dire ils peuvent voir le Big Bang. Big Bang, c'est aussi une singularité. C'est le commencement par un seul point qui a explosé. Big Bang. Les 6 qui regardent dans des directions complètement différentes voient le même point. C'est-à-dire ce point enveloppe tout ce qui est, parce que c'est l'origine. C'est-à-dire l'origine qui est un point contient tout à l'intérieur de lui. C'est quoi comme expansion ça? Et c'est quoi? C'est un peu comme l'exemple de la première question, n'est-ce pas?
Donc, je vous souhaite fortement de vous écrire ces questions-là et d'y penser et trouver une réponse qui est satisfaisante, qui se tient debout devant vous, pas devant M. Kesh ou Grégory ou le pape ou whoever, mais devant vous-même, avec les exigences que vous avez, vous. Et ça peut être un exercice super intéressant pour découvrir comment je pense, comment je ressens et c'est quoi mon cadrage, c'est quoi mes limites, c'est quoi la fondation sur laquelle j'opère. Ensuite, alors ça c'est en gros ce que M. Kesh a parlé. Maintenant, je vais prendre ce que Céline Wang nous a offert sur Facebook. Elle a parlé, elle a divulgué ou multiplié les, l'explication de la science du plasma sur notre respiration et notre digestion. Si on commence avec la respiration, qu'est-ce qui se passe quand nous respirons? La science orthodoxe nous montre ce cycle-là. Vous avez les poumons, on inspire de l'oxygène, les flèches vertes en gauche, l'oxygène euh, va à travers la paroi pulmonaire dans le sang, les capillaires sanguines, se lie avec les globules rouges, vont dans les organes et dans tous les endroits, muscles et organes de notre corps pour dégager ou fournir l'oxygène et prendre dans la continuité de leur chemin le CO2, c'est-à-dire l'oxygène utilisé pour le remettre dans les poumons pour que les poumons peuvent les expulser dans l'atmosphère. Et ça, c'est un cercle qui se répète tout le temps. Ça, c'est officiel. Si dans ce même contexte officiel, on regarde la composition chimique de notre atmosphère comme au niveau du sol où nous vivons, nous et la plupart des animaux et plantes, on voit que cette atmosphère est composée de 78% nitrogène, seulement presque 21% d'oxygène et le reste, c'est des éléments on ne compte pas. Si ça, on voit ces deux choses, on devrait se demander si le Créateur nous a donné le sang et les poumons et le fonctionnement, comment c'est expliqué par la science orthodoxe, pourquoi il a mis 78% de nitrogène qu'on n'utilise pas du tout et l'élément qui est le plus crucial pour notre survie et pas nous, tous les animaux et les plantes, c'est juste un cinquième. Alors là, nous avons trouvé une grande faille dans la création de Dieu. Il a comme botché ce job. Mais là, on ne va pas tirer tout de suite. On va regarder qu'est-ce que la science du plasma ajoute à ça. Tout d'abord, M. Kesh nous dit qu'est-ce qu'il a répété dans les jeudis au début, beaucoup, que tout l'intérieur du corps est dans un état plasmique, c'est-à-dire vacuum. C'est-à-dire le nitrogène en forme d'atome que vous voyez en haut des poumons. Ça, c'est le nitrogène
atomique ou moléculaire, matériel. Et vous vous rappelez, il nous a aussi expliqué comment ça arrive. Ça arrive dans les très hautes couches de notre atmosphère, dans la peut-être ionosphère ou exosphère. Il arrive le nitrogène en forme de plasma. Et en interaction avec d'autres plasmas, l'inertie de la Terre et du Soleil et la rencontre aussi avec les premières particules matérielles qui changent l'inertie. À ce moment-là, le nitrogène en forme plasmique devient, la forme plasmique, ça vient des rayonnements cosmiques, devient nitrogène matériel en se rapprochant à la surface de la Terre. Donc, le début, c'est un transfert de l'état plasmique à l'état matériel. Dans les poumons, l'état matériel se transforme tout de suite en état plasmique. Et qu'est-ce que ça se fait, comment ça se fait en détail? Il a expliqué dans cette entrevue que je vous ai mentionné. Le lien, vous pouvez le trouver dans le PDF de la fine pointe. Alors, le nitrogène place sur le niveau plasmatique se divise dans un carbone et dans un hélium. Le carbone se lie avec l'oxygène. On parle toujours en forme plasmique. Donc, ce n'est pas des réactions chimiques, c'est des interactions gravitationnelles magnétiques plutôt. Donc, le carbone sur le niveau plasma fait interaction ou se lie à l'oxygène en état plasmique également pour créer le CO2 que nous expulsons par les poumons. Le hélium donne une partie de sa charge à hydrogène. Et ce hydrogène-là, c'est l'atome le plus petit. Et cette structure plasmatique peut très facilement passer à travers la paroi pulmonaire pour rejoindre le hémoglobine. La hémoglobine, elle a la même structure plasmatique que le H chargé, ionisé, donc il se lie facilement et peut être transporté. Au même temps, tous ces plasmas de hydrogène qui n'ont pas trouvé, qui n'ont pas quitté les poumons par la paroi pour se rendre dans le flux sanguin, ils vont se lier avec l'oxygène qui est présent pour former de l'eau. Et cette eau peut être est là pour humidifier, humecter les poumons. Et ça explique, par exemple, pourquoi dans les maladies, il y a une maladie pulmonaire, peut arriver des œdèmes pulmonaires, c'est-à-dire des assemblements ou retention de assez grande quantité d'eau dans les poumons. Cette eau ne vient pas de l'organisme. Des fois, les médecins, quand ils font une ponction des poumons, pour retirer cette eau-là, ça peut être 2-3 litres d'eau. Si ça serait vrai que l'eau dans les poumons provient du sang et de la lymphe, si on enlève 3 litres d'eau à notre organisme, les reins flanchent. Donc, on peut mourir de ça. Donc, la raison, cette eau c'est fait sur le niveau plasmique par la combinaison de l'oxygène plasmique avec le hydrogène qui n'est pas parti pour fournir l'énergie à notre organisme.
faut toujours penser qu'aucune particule d'oxygène matériel passe à travers les parois pulmonaires. On peut aussi le comprendre si vous regardez, comparer un atome d'oxygène, ça serait la taille d'un basketball, d'une balle de basketball. Un atome de nitrogène est plus petit, donc ça serait une balle de handball. Hein? Et un hydrogène dans la même relativité, ça serait, ou comparaison, ça serait la taille d'un ping-pong ball, une balle de ping-pong. Donc, ça veut dire, si la science conventionnelle avait raison, et la plus grande basketball peut passer à travers les parois pulmonaires, ça veut dire tous les éléments qui sont plus petits pourraient aussi. Et ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, on va regarder un peu la digestion. La digestion, c'est deux parties, c'est boire et manger. Donc, si on regarde ça, avant, il fallait dire aussi que j'ai dit en passant que l'énergie par les poumons utilise le système sanguin pour diffuser l'énergie après dans le corps. Le système de digestion utilise la lymphe pour partager ou fournir l'énergie au système. Donc, on a vu que il y a potentiellement beaucoup d'eau qui peut être produite dans les poumons, autant que ça peut satisfaire complètement notre besoin en eau dans notre organisme. Donc, ça veut dire, même quelqu'un qui a pas une gourde, rien, et qui marche à travers le désert, il peut, il peut très bien survivre s'il pourrait permettre à son corps de prendre soin de lui-même. Sur ça, un peu plus tard. Donc, par les poumons, nous pourrons humidifier nos poumons d'abord, mais aussi fournir l'eau pour l'organisme. Alors, pourquoi sommes-nous si convaincus de la nécessité de boire de l'eau? Et au point, nous sommes tellement convaincus que nous allons vraiment mourir si maintenant on va dans un désert et on ne prend pas de bouteille d'eau avec nous. Les croyances, c'est très important et c'est une question de vie ou mort aussi. Deuxième partie de nourriture, c'est manger. Là, c'est une bonne idée de regarder qu'est-ce que les plantes font. Les plantes synthétisent l'énergie du soleil en biomasse. Et plus précisément, la biologie nous dit qu'ils vont transformer ADP en ATP. Ça veut dire adénosine diphosphate. C'est un acide aminé avec deux phosphates. En adénosine triphosphate, trois phosphates. Et l'augmentation d'un phosphate, ça prend une certaine énergie pour faire ça. Et ça, c'est l'énergie solaire qui est stockée de cette façon-là. Dans notre organisme, les intestins, quand nous mangeons, on fait le contraire. On réduit le ATP en ADP, c'est-à-dire on libère un phosphate
et en libérant un phosphate, cette énergie stockée est libérée aussi. Ça veut dire, dans notre digestion, même, et ça c'est la compréhension conventionnelle, c'est pas nécessairement plasmique ou Eden. Ça veut dire que nous nous nourrissons principalement d'énergie solaire. Et nous faisons comme, si on regarde ça vraiment de loin, nous utilisons les plantes pour stocker l'énergie solaire pendant que nous utilisons nos estomacs et intestins pour libérer la même énergie solaire. Alors pourquoi nous n'utilisons pas directement l'énergie solaire? Et vous connaissez les pranaïstes ou les breatharians en English, les gens qui vivent du prana, de l'air, de la lumière du soleil. Et il y a même un couple qui ont 2 enfants, qui ne mangent pas et la femme allaite l'enfant. Donc ça fonctionne. Donc, si on regarde en détail ou on résume, qu'est-ce qui se passe dans notre digestion? Tout l'intérieur de notre corps est dans un état de GANS. Notre production qu'on a fait du GAN CO2, par exemple, qu'est-ce qui se passe là? C'est exactement la même chose qui se passe dans le système digestif humain ou animal. La science nous dit que la digestion, elle utilise des acides et des enzymes pour digérer les nutriments. La science du plasma nous dit les acides et les enzymes créent des nanoparticules et la présence des sels dans le milieu en fait des GANs. Donc, et GANs, c'est l'énergie libre. Libre, c'est aussi dans le sens gratuit, mais libre aussi dans le sens de non lié à un support matériel. Ensuite, on peut voir, selon M. Kesh, si on regarde les différentes régions intestinales, chaque région est dédiée à différents types de GANs. Et comment ça fonctionne? La détection est par battement de cœur ou par résonance, si on veut. Donc, chaque morceau des intestins, chaque région intestinale petite est spécialisée pour une sorte d'énergie qui peut seulement traverser si elle a le même battement de cœur. C'est comme ça fonctionne. Et en plus, la génération de notre chaleur corporelle, c'est comme un produit secondaire de la transformation de matière en GANs ou de GANs en matière. Dans ce contexte, c'est aussi important de remarquer qu'aucun particule matériel a jamais traversé les parois intestinales, bien qu'on pense que ça. Donc, on a déjà dit, dans la haute atmosphère, pour créer les éléments, le plasma en provenance des rayons cosmiques se transforme en matière avec les plantes et tout ça. Dans la respiration et la digestion, cette manière est retransformée en plasma. Ce plasma est diffusé dans le corps comme une énergie non spécifique. Et à l'endroit où on a besoin d'un certain élément ou une substance nécessaire à la générer, le plasma est encore une fois retransformé en matière. C'est-à-dire, notre corps vit
par un jeu comme toute notre belle planète Terre, tout l'univers est basé sur le jeu de transformation de plasma en matière et de matière en plasma, back and forth. Il n'y a rien d'autre qui se fait. Donc, l'énergie sur le point d'inception ou de la nécessité, l'énergie en forme de hydrogène plasmatique en combinaison avec des eaux, avec des sels dans la lymphe, contrôlés par les parathyroïdes que vous voyez sur l'image à droite. C'est des glandes endocrines qui produisent des hormones qui gèrent tout ça, et le centre émotionnel qui gère les parathyroïdes. Eux, ils vont décider et rendre possible la retransformation de énergie non spécifique en forme de hydrogène plasmique, en protéines, vitamines, minéraux, oligo-éléments et tout ce que vous voulez. Ça se passe dans la lymphe et ça fournit tout ce qui est nécessaire aux cellules différentes du corps. Et c'est beaucoup plus, c'est en fait, si on regarde ça, si on regarde ça comme une usine ou une usine, toutes les envois dans cette usine ou organisme se font sur le plan plasmique, c'est-à-dire instantané, pas de perte matérielle. Et sur le haut niveau matériel, pour les retransformer, ça va être juste à cet endroit où j'ai besoin, pas ailleurs. Et de toute évidence, le mental, notre libre arbitre va justement jouer son rôle là, parce qu'il va dire, par exemple, non, 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 le calcium, ça va pas dans les os, le calcium, ça va dans les articulations. Et ça donne manque de calcium dans les os, ostéoporose avec arthrose, ce qui est classique. Donc, c'est le corps qui, quand on pourrait le laisser faire son travail conjointement avec l'âme de la forme physique et l'âme, pouvait nous fournir un corps très jeune parce que maintenant, tout à fait parfaitement en santé, et maintenant on comprend pourquoi. Et on comprend aussi pourquoi, qu'est-ce qui arrive pour que ça ne fasse pas. Ça dépend, comme toujours, de la structuration de notre mental. Si le mental est peu structuré, il y a beaucoup de croyances non constructives, ils vont influer sur notre attention. Cette attention influe sur la décision et le travail des parathyroïdes. Et là, je peux donner des suppléments et des médicaments à la parathyroïde. Je ne réglerai pas le problème à long terme parce que j'enlève pas la cause. La cause est toujours psychosomatique dans le sens qu'elle reflète toute disharmonie dans le corps, toute maladie, tous les symptômes ne disent rien d'autre ou ne marquent rien d'autre qu'une une distance entre l'âme et l'âme de la forme physique. Et il n'y a pas d'autre raison. Et là, parce qu'on parlait du libre arbitre, ça nous amène tout naturellement à notre dada favori de les sensations et le plan affectif, parce que jusque maintenant, on a appris que si on est capable d'utiliser le plan affectif, c'est-à-dire nos émotions, nos sentiments, à bon essor,
on peut très, très, très fortement influer notre réalité extérieure et intérieure. Et notre réalité intérieure, c'est notre état d'âme, mais c'est aussi la façon de laquelle notre corps physique fonctionne. Hélène Laporte a utilisé une métaphore pour décrire comment on matérialise ou on normalise une situation, un événement, comme elle l'appelle. Elle dit c'est comme une maison dans la nuit. Quand il n'y a pas de lumière, on sent qu'il y a plein de choses, mais on ne voit rien. Mais une fois on pèse sur le bouton, les lumières allument et on voit tout. Et on peut aussi utiliser tout de sa propre façon. Expliquer ça un peu plus dans les détails de la création ou de la normalisation, incluant le plan affectif, ça nous donne l'image suivante ou la séquence suivante. Au niveau fondamental, le créateur a déjà créé en tant que réalité sur le plan fondamental ou potentiel sur le plan matériel. Deuxième étape. Nous, si nous avons un souhait pour matérialiser quelque chose ou pour normaliser un événement, nous avons trouvé déjà la pensée parce qu'on a déjà découvert ou cerné qu'est-ce qu'on ne veut pas. Au même temps, quand on sait ce qu'on ne veut pas, on sait exactement avec la même certitude qu'est-ce qu'on veut. Et là, on va chercher en plus le sentiment du désir satisfait, c'est-à-dire quand cette situation que je veux, quand mon souhait est comblé, est arrivé, quand cette situation est arrivée, est devenue réalité, comment je me sens, ma joie, ma satisfaction, tous ces sentiments-là, mon amour. Après que j'ai cerné ces sentiments, je les étends dans mon cœur, je remplis mon corps avec ça et je les étends au-delà de mon corps dans tout l'univers. Et ce fait-là, de trouver le sentiment et de répandre le sentiment à travers notre corps et l'univers, ça représente d'allumer la lumière. Alors, ce n'est pas un travail qu'on fait avec le mental rationnel. C'est surtout un travail qu'il faut faire avec les sentiments. Il faut trouver le meilleur sentiment, comment je me sens, quand ça veut dire, il faut vraiment que je m'imagine dans la situation où mon souhait est comblé, exaucé. Et quand j'ai trouvé le meilleur qui représente ce sentiment-là, je l'amplifie, qu'il remplisse tout mon corps et je l'envoie dans l'univers au complet. Et après, c'est très facile et c'est automatique que la loi d'attraction prendra cette énergie-là. Elle est suffisante pour matérialiser ou normaliser l'événement désiré. De cette façon, on voit maintenant que chaque élément de l'univers sur le plan plasmique ou sur le plan fondamental est composé de deux parts. Une lumière informationnelle qui est aussi appelée plasma et un sentiment.
Ça, c'est nouveau pour beaucoup d'entre nous parce qu'on pensait toujours que tous les sentiments sont créés par nous. Ça ne semble pas être le cas. Il s'avère que tous les éléments, quand ils ont créé comme lumière informationnelle et en même temps sentiment. C'est-à-dire le sentiment fait partie tout d'abord de l'élément et deuxièmement de nous. Et la force qui est déjà là, elle a une certaine force de tous les sentiments. Et on peut déjà dire, le plus proche un sentiment à l'amour inconditionnel, le plus fort elle sera. Et cette force peut être multipliée si on y ajoute notre conscience. C'est-à-dire, on va vraiment chercher le bon sentiment. Chercher le bon sentiment, c'est pas un travail, c'est une dégustation. C'est comme vous êtes devant un buffet et vous mettez plat, vous regardez pas avec les yeux, mais vous goûtez des petits bouts, vous les goûtez pour trouver ce qui vous convient en ce moment le mieux. C'est quoi le plus satisfaisant en termes de goût? La même chose avec les sentiments. Et ces sentiments-là, une fois cernés, ils sont absolument fiables, contrairement à tous les jugements et pensées du mental rationnel, que les pensées en général. Et là, j'ai déjà mentionné qu'il y a beaucoup de sentiments et on a appris, je crois que c'était dans la dernière session, que tous les sentiments sont créés sur le fondement de l'amour inconditionnel. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que tous les sentiments qui sont créés comme ça sont réels. Tous les sentiments qui sont, parce qu'ils sont créés comme ça, sont éternels et réels et éternels. Ça veut dire ils existent sur le niveau fondamental où se trouve la réalité. Toutes les émotions ou les sentiments qui sont non constructifs, ils ne sont pas bâtis sur l'amour, c'est-à-dire ils ne contiennent plus de lien contiennent pas de lien avec l'amour. Ils ne sont pas éternels, heureusement. Et parce qu'ils n'ont pas le lien de l'amour, ils sont détectables. Comme la peur ne contient pas d'amour. Vous ne pouvez pas vous consoler à un moment donné atteindre une certaine profondeur de peur et vous êtes consolé. Pas possible. C'est pas une réalité. En plus, vous pouvez, si vous expliquez une situation de laquelle vous avez peur, pourquoi vous avez peur, vous n'avez plus peur. Donc, le sentiment de la peur s'est évaporé, c'est-à-dire n'est pas éternel. Tandis que si vous vous confrontez avec un sentiment plus proche à l'amour comme la joie, de plus que vous amplifiez, de plus que vous allez en profondeur dans la joie, le plus grand devient la joie. De plus, vous découvrez que la joie est éternelle. Donc, on peut dire c'est l'amour et l'éternité qui est très proche à l'amour sont en fait les bases et les bases de tous les autres sentiments. C'est aussi les sentiments qui sont le plus structurés déjà. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les amplifier, de les structurer. On peut les utiliser tout de suite pour faire notre travail, pour les utiliser dans notre travail de normalisation ou matérialisation.
C'est-à-dire, si on lit notre souhait pour matérialiser ou normaliser avec, par exemple, le sentiment de l'amour ou de l'éternité, c'est-à-dire on ressent ça avant qu'on dirige notre attention sur notre souhait, l'efficacité de notre souhait est beaucoup plus augmentée. C'est-à-dire, il contiendra beaucoup plus de lumière informationnelle qui aide la loi de l'attraction de la rendre en forme matérielle. Donc, à ce moment-là, nos normalisations et matérialisations, notre lumière informationnelle est beaucoup plus efficace et avec ces sentiments-là, je peux amplifier toutes les autres perceptions. Admettons, je veux comprendre mon ami, il ne se sent pas bien, je veux l'aider, je ne suis pas médecin, je peux utiliser ma clairvoyance avec lui, cet ami-là. C'est-à-dire, je me mets dans un état de réceptivité active. Ensuite, je ressens la soupe d'amour dans laquelle nous baignons et lui aussi. Ensuite, je perçois l'aura d'amour qui entoure mon corps. Ensuite, je regarde, je perçois le, la combinaison d'amour autour du corps de mon ami. Et à ce moment-là, je vais avoir une diagnose beaucoup plus claire, des indices beaucoup plus clairs sur qu'est-ce qui ne va pas pour lui, pourquoi il se sent comme ça. Et je peux peut-être l'aider en lui donnant des informations, pas nécessairement sur le plan rationnel et pas les mots non plus, parce qu'on sait déjà l'action de l'amour et de sentiment d'éternité utilisé même comme diagnostic, on ne peut pas éviter que ça fasse déjà travail comme un outil de normalisation en même temps. Donc, les avantages d'utiliser le plan affectif et les sensations sont au moins quatre. De les utiliser, les sensations et le plan affectif nous aident à développer notre capacité de ressentir. Ça, c'est très important parce qu'on n'a pas eu, quelques-uns entre nous par leurs parents, mais sûrement pas à l'école et dans l'université et les autres institutions professionnelles. Ils ne s'occupent très, très, très peu ou pas du tout des sensations et du plan affectif. Deuxième, d'étendre les effets de nos actions locales à l'univers entier. Ça se fait déjà automatique parce que tous les éléments de l'univers sont liés. Si je travaille sur la santé de mon ami que j'aime beaucoup ou de ma propre santé, comme Catherine avec sa fille, je fais au même temps un effet guérissant sur tout l'univers. Je mets tout l'univers plus à la norme au même temps. Et vice-versa. Le moment où je fais une concentration collective ou juste tout seul et parce que je suis perturbé par des nouvelles ou quelque chose, et je m'en occupe de visualiser le monde comme un monde de liberté, d'égalité et de fraternité et basé sur l'amour inconditionnel. Ça aide ma fille, inévitablement. Donc, de plus que je fais, et je n'ai pas besoin de toujours diriger ça comme un Descartes à des situations précises. Je peux faire ça selon ce qui me vient. Je peux travailler sur mon chien qui a apparemment rien, mais je lui transfère l'éternité. Ça aide ma fille. Quand je travaille, comme j'ai dit déjà,
sur les bombes atomiques et les centrales nucléaires. J'aide ma fille. Quand j'aide ma fille et j'aide mon chien, je travaille au même temps sur les centres nucléaires et les bombes atomiques. Et le taux de criminalité dans le pays et le taux de conneries des dirigeants mondiaux, sans offense. Le troisième, je peux, en m'occupant du plan affectif et des sensations, je peux obtenir des résultats plus rapidement et rendre les résultats numéro 4 plus permanents. Une expérience que beaucoup d'entre nous font quand on fait des normalisations. Les normalisations peuvent être bonnes pour un moment et après, ça comme retombe dans l'état comme avant. Pourquoi? Parce que notre mental n'est pas assez structuré. On fait une pratique le matin, une pratique l'après-midi et entre-temps, on divague, on fait n'importe quoi avec notre attention. Donc, c'est important vraiment de faire ça souvent et de se rappeler souvent, pas nécessairement comme discipline, mais la joie d'être juste, j'ai le temps. Hein. J'attends mon ami qui est dans un magasin acheter quelque chose. Je suis assis sur un banc dans un centre d'achat. Je regarde, je me sens mon corps avec une seule impulsion et je suis dans un état tout de suite de réceptivité active et juste être là comme ça, c'est beaucoup plus plaisant qu'attendre et se fatiguer. Mais mon Dieu, ça fait comme une quoi, demi-heure qu'elle est dans le magasin? Ça va, non? Au lieu de ça, je suis avec mon regard bénévolent dans un centre d'achat. Les gens passent et je découvre à la planche des choses que je peux normaliser et ça me fait super plaisir parce que c'est intéressant tout à coup ce que je vois. Mais de cette façon, on peut un peu s'amener à devenir de plus en plus structuré et de trouver le plaisir avec ça. Donc, ça veut dire en fait, nous vivons pour ressentir. Ressentir, c'est vivre. Vivre, c'est ressentir. Et je parle beaucoup de ça parce que comme j'ai déjà dit, je trouve que c'est super, super, super important pour nous humains, surtout non des peuples indigènes. Les peuples indigènes ont beaucoup fait ça. C'est dans leur quand les enfants grandissent, c'est dans leur vie de société, entre guillemets, c'est déjà là. Ils vivent sur le plan affectif beaucoup plus aisé que nous. Pour nous, c'est un terrain étrange. Il faut s'habituer pour être capable d'y vivre parce que si on ne le fait pas, notre normalisation et notre création des matériels, des situations ou choses matérielles sera toujours pas assez. Parce que le Créateur nous a donné, il n'a pas dit, Grigory Krabovoy par exemple, il a dit le Créateur a mis deux composants, deux aspects dans tout élément de l'univers, lumière informationnelle et sentiment. Il n'a jamais dit lumière informationnelle et pensée, parce que c'est pas vrai. Et vous avez un élément, si vous avez un élément et vous voulez mettre toutes les qualités de toutes ces possibilités infinies en termes de pensée, c'est complètement impossible, c'est dingue, c'est cinglé, on ne peut pas le faire. Mais avec sentiment et lumière informationnelle, on peut le faire. Parce que les deux peuvent être lus par le ressenti de l'amour inconditionnel et de l'éternité respectivement. Et c'est fun, je trouve, que c'est très plaisant quand toute cette
terrain, ça, on regarde ça de beaucoup de facettes différentes, d'aspects différents, ça devient un et ça devient comme une réalité qu'on n'a pas perçue avant comme ça. Ça, c'est déjà une très bonne chose parce que ça nous dit, nous avons changé, même si c'est un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit peu. C'est superbe, c'est génial, c'est gigantesque par rapport à ne pas faire ça et toujours rester sur le plan rationnel. Et là, pour finir, je veux vous... cette femme, elle est magnifique. Et dans l'entrevue, si vous êtes un peu comme Aviram, il était gaga devant cette femme toutes les 15 minutes. Parce qu'il a trouvé, elle dégage un amour inconditionnel, justement. Parce qu'elle raconte toutes ces expériences et observations qu'elle a fait du côté de l'au-delà, c'est-à-dire du domaine de l'amour inconditionnel. C'est Andrea Pfeiffer et elle va vous confirmer beaucoup de choses qu'on vient d'apprendre de Grigori et de M. Kesh par sa propre expérience et elle ne connaît ni Grégory ni M. Kesh, je crois. En tout cas, son vocabulaire ne le reflète pas. Donc, avec ça, mes amis, je vous dis un grand merci. Gracias, dankeschön, grazie, thank you pour votre attention parce que nous avons dans ce temps-là mis notre attention commune sur la lumière informationnelle augmentée avec les sentiments, c'est-à-dire la partie structurée de notre conscience. Ensemble, nous avons eu un grand influence sur la conscience collective qui en a tellement besoin. Donc, merci beaucoup d'être normalement, on dirait co-combattant, mais j'aime pas combattre. C'est black, c'est la guerre. J'aimerais comme co-danseur ou co-joueur dans cet magnifique mouvement de, de notre pas évolutionnaire. Et si, imaginez, hein, quand vous pouvez, des fois, on a comme une petite idée quand on était tout petit et on prenait un doigt de papa ou maman ou une jambe de table pour se redresser, pour être debout sur nos jambes. Ça déjà, wow, quelle puissance que j'ai. Et après le premier pas, c'est un geste qui, avant de l'avoir fait, est complètement impossible. On l'a vu chez des autres, mais on n'a pas compris. Et on ne peut pas le faire parce qu'on regarde assez longtemps les autres comment ils font des pas. C'est pas ça du tout. Ça prend le faire et ça prend d'avoir le pied dans le néant entre la place ici et la place où il va atterrir une fraction de seconde après. Et après cette confiance, oui, dans chaque de ce moment de néant, ça va toujours aboutir sur du solide, sur une fondation qui est solide et qui est vivante. C'est génial. Alors, merci beaucoup. Merci aussi à Sylviane de jouer la hôtesse pour moi. Alors, merci beaucoup et pour la prochaine fois, je serai de nouveau
à San Juan La Laguna. Et je vous souhaite alors, vous pouvez faire des commentaires. Vous pouvez aussi poser des questions parce que tout le monde est là pour répondre. Bonne nuit.